Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'embellie sur le front du chômage, un fait historique selon Martine Aubry. Le nombre de chômeurs a reculé de 41 000 en décembre. Au total, 151 000 demandeurs d'emploi de moins en 98. Un accord est intervenu sur le tracé et le financement du TGV Est en 2005. Il reliera l'Alsace à la capitale en 2h20. À Londres, réunion du groupe de contact, les Occidentaux exhortent les Serbes et les Albanais du Kosovo à négocier. Bill Clinton dit que l'OTAN est prête à intervenir. France Télévisions, pour cette fin de semaine, participe à une vaste opération de lutte contre le dopage. Coup d'envoi dans notre journal d'un relais qui atteindra Lausanne dimanche. Et puis enfin, l'invité de cette édition, nous avons le privilège d'accueillir Shimon Peres sur ce plateau, ancien Premier ministre, prix Nobel de la paix. En Australie, d'ici quelques heures, tous les regards se tourneront vers le jeu d'Amélie Mauresmo. Une chance de victoire pour la jeune Française en finale de l'Open d'Australie qui rencontrera Martina Hingis, double tenante du titre. Cette dernière journée marquée par des critiques ou des attaques personnelles à l'encontre d'Amélie Mauresmo, une façon sans doute de la fragiliser. Lionel Chamoulot. Balade dans les allées de Melbourne Park. Martina Hingis s'entraîne normalement à l'ombre du central avec Anna Kournikova. La numéro 2 mondiale a l'expérience des grandes finales et elle ne change pas ses habitudes. Mais les télévisions du monde entier attendent, espèrent Amélie Mauresmo. Avec son équipe, Amélie s'est éclipsée à une demi-heure de Melbourne, au secret, enfermée et surveillée pour son entraînement. Depuis 1 mois et demi, Amélie travaille avec Christophe Fournery. C'est avec lui qu'elle prépare sa finale à l'abri des regards, de tous les regards. La sécurité est omniprésente, impossible au public et encore moins à la presse d'approcher. On veut garder le même état d'esprit qu'on a eu depuis le début du tournoi, avec les mêmes sensations, les mêmes habitudes de tranquillité. L'arrivée au sommet d'Amélie Mauresmo intrigue certains. Dans la presse australienne, on évoque davantage sa carrure et ses muscles que la qualité de son jeu. Les joueuses, un peu jalouses sans doute de cette réussite, ne sont pas tendres non plus, y compris Davenport du haut de son 1m89. Parfois j'avais l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, a l'air si costaud, mais elle joue très bien. Autre règlement de compte, Amélie, qui a avoué son homosexualité, est attaquée par Martina Hingis. Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est à moitié homme. Pas très élégant. Elle est surprise, pas affectée. Elle est surprise que justement des personnes de ce niveau-là puissent parler comme ça au lieu de parler du match et de ce qui s'est passé, quoi. Ce qui compte, c'est le jeu d'Amélie. Un tennis d'une grande qualité technique, un service puissant, sans doute le plus beau revers du circuit féminin. En battant la numéro 1 mondiale en demi-finale, elle s'est prouvé qu'elle pouvait aller au bout de son rêve. Et vous pourrez suivre ce match en direct sur France 2 pour les plus passionnés cette nuit à 3h25. La compétition sera également rediffusée demain dans l'après-midi à 17h45 dans Samedi Sport. En France, l'actualité économique et sociale avec d'abord ce nouveau recul du nombre de demandeurs d'emploi, une baisse historique pour Martine Aubry, une bonne nouvelle pour le gouvernement Jospin, une embellie qui reste malgré tout fragile. Laurent Bailly. Il a reflué en dents de scie toute l'année et en décembre, le nombre des chômeurs est passé sous la barre des 2 900 000. Moins 1,4% en un mois, moins 5% en un an. Cette baisse a surtout bénéficié aux jeunes chômeurs, moins 8% l'an dernier. En revanche, les plus de 50 ans sont 3% plus nombreux à pointer à la NPE. Quant au chômage de longue durée, il est pour la première fois en recul. Le gouvernement s'en félicite. J'ai toujours dit que la croissance ne suffirait pas à remettre au cœur de notre société des gens qui ont été cassés par le chômage, qu'ils touchent le RMI, qu'ils soient au chômage de longue durée. Vous savez qu'actuellement, nous faisons en sorte de leur proposer un emploi, une qualification ou une aide en matière sociale lorsqu'ils en ont besoin. Ça commence à porter ses fruits. La croissance, plus de 3% en 98, a contribué à relancer la machine économique. Les licenciements ont diminué, moins 11% par rapport à 97, et la création de 150 000 emplois jeunes est venue en appui de cette bonne conjoncture. Mais l'explosion en 98 du temps partiel, de l'intérim et des contrats à durée déterminée fragilise les emplois créés, et pour l'instant les 35 heures n'ont plus que peu d'effet sur le chômage, avec environ 10 000 nouveaux emplois.
Et donc parmi les raisons avancées pour expliquer cette baisse du chômage, le recours au travail intérimaire, une tendance donc qui se confirme, qui s'installe même puisque les entreprises de plus en plus souvent font appel pour un délai précis et à travers les contrats à durée déterminée à un personnel temporaire, des emplois qui trop souvent restent précaires. Émilie Lançon, Frédéric Basile. Gérard Filoche est inspecteur du travail. En 10 ans, il a effectué plus de 3700 contrôles, rencontré 280 000 salariés et dressé plus de 700 procès-verbaux, souvent pour recours abusif au travail temporaire. L'intérim, c'est la bête noire de Gérard Filoche, connu dans le métier pour sa virulence. Les intérimaires dans le bâtiment sont sûrement ceux qui souffrent le plus. C'est ceux qui ont la moins grande espérance de vie, ceux qui ont le plus fort taux d'accident du travail, ceux qui ont aussi des salaires les plus bas pour un travail qui est parmi les plus durs qu'il puisse y avoir. Depuis 2 ans, le travail intérimaire explose. 2/3 des emplois créés l'an dernier l'ont été dans l'intérim, mais le sujet reste tabou. Si dans le bâtiment ou l'automobile, on emploie parfois plus d'intérimaires que de permanents, aucune des grandes entreprises contactées n'a souhaité s'exprimer à ce sujet. Les patrons de PME et de PMI font eux aussi souvent appel à l'intérim, mais estiment ne pas avoir le choix. Quand on a des grosses pointes d'activité, on est obligé de faire appel à l'intérim parce qu'il est impératif qu'on livre nos clients. Et c'est pas par gaieté de cœur que je fais appel à l'intérim, parce que plus je fais appel à l'intérim, moins je gagne d'argent. Embaucher en intérim coûte plus cher qu'en CDI, mais la différence entre les deux est parfois faible. Résultat, les agences d'intérim se multiplient et Fait Nouveau se spécialise. Soprat a investi dans le marché de l'informatique et assume pleinement les critiques. Une société d'intérim n'est pas là pour faire du social, mais oui, effectivement, nous rendons un service en fait à des personnes qui sont en recherche d'emploi, au même titre que nous rendons service à des entreprises qui recherchent des compétences. Mais pour limiter les abus, Martine Aubry prévoit de taxer les entreprises qui ont trop fortement recours au travail temporaire. Au Forum économique mondial de Davos, la tonalité était bien différente à celle affichée aujourd'hui par le ministère de l'Emploi. Là-bas, sous la neige, les chefs d'État et les économistes n'ont pas caché leur incertitude face à la crise mondiale, un pessimisme ambiant qui n'entame pas pourtant le moral de Dominique Strauss-Kahn. Sur place, Françoise Laborde. Un pâle soleil s'est levé sur Davos après la tempête de neige hier, un peu à l'image de l'économie mondiale. Ici, on reconnaît que cet automne, on est passé à 2 doigts de la catastrophe, avec notamment pour la première fois au Japon, une croissance négative. Ce matin, les 7 ministres de l'économie qui se sont exprimés ont reconnu que la crise brésilienne d'il y a 15 jours est loin d'être contenue. Après la crise en Asie, la crise en Russie, la fragilité du Japon, c'est bien tout le système économique et financier mondial qui est aujourd'hui malade. Il y a eu une première phase où il y a eu l'euphorie, si vous voulez, de la globalisation, d'une manière un peu mécanique, automatique, allait apporter la prospérité à tout le monde. Et on se rend compte aujourd'hui que si on ne manage pas cette globalisation, eh bien elle risque de créer des dislocations très graves. Côté français, on retient moins le risque de crise mondiale que le changement de tonalité, notamment à l'égard de la France. Les résultats de l'économie française surprennent ici. Le dernier chiffre du chômage qui vient de tomber pour décembre, moins 40 000, qui fait une année où le chômage aura baissé de 160 000 personnes, c'est une année considérable. Et comme justement, dans ce milieu qui est quand même très libéral, l'année dernière on nous disait, mais avec les 35 heures, vous allez casser la croissance, vous allez casser la baisse du chômage, les gens sont obligés de reconnaître aujourd'hui qu'ils s'étaient trompés, qu'on a la plus forte croissance européenne, le plus gros gain de pouvoir d'achat et la plus forte baisse du chômage. Ce matin, le ministre britannique de l'économie disait « La tempête est à nos portes et je ne parle pas seulement de la tempête de neige ». Pour la première fois à Davos, des doutes s'expriment publiquement sur la crise. On parle même de récession, de déflation et on ose dire qu'on n'est pas sûr d'avoir les moyens d'y faire face. Pour la première fois, le monde capitaliste doute et ça, c'est franchement nouveau. À Val Thorens, en Savoie, une coulée de neige a détruit 2 étages d'un hôtel. Heureusement, pas de blessés. Cette résidence hôtelière située sur le haut de la station a été endommagée par la neige qui s'est engouffrée dans l'immeuble. 10 personnes ont dû être relogées. D'ici 6 ans, l'Est de la France sera relié à Paris en 2h20 par le TGV Est européen. Un accord sur le tracé et le financement de ce projet, discuté depuis des années, a finalement été trouvé en fin d'après-midi. Tout le monde mettra la main à la poche, aussi bien l'État que les collectivités locales. Yann Fronty, Michel Levasseur. Cette signature était très attendue. Après des années de discussion, la décision a enfin été prise ce soir. Une nouvelle ligne TGV va voir le jour. Jean-Claude Guessot peut sourire devant le tracé qui a été arrêté, un tracé dont les travaux commenceront dès l'an 2000. Tous ceux qui ont œuvré pour cette réalisation peuvent se sentir satisfaits
et qu'aujourd'hui, ceux qui ont gagné, ce sont à la fois les régions concernées, les populations de ces régions, mais j'ai envie de dire aussi la France et dans une certaine mesure l'Europe. 3 régions traversées, l'itinéraire choisit celui de Baudrecourt à l'est de Nancy, mais désormais Strasbourg à 2 heures de Paris. Mais ce choix a un coût, plus de 20 milliards de francs. La SNCF devrait payer près de 5 milliards, l'État 8 milliards, l'Europe, les régions et le Luxembourg enfin se partagent le solde restant. Principale région bénéficiaire de cet accord, l'Alsace qui ne cache pas sa satisfaction. Aujourd'hui, le compromis est acceptable et que nous sommes définitivement sortis d'une période d'affrontement assez difficile, il faut le dire. Il faudra attendre 2006 pour rouler à grande vitesse jusqu'à Strasbourg. En attendant, la durée du trajet reste la même, 3h56 précisément. La totalité des syndicats refuse de signer l'accord sur les 35 heures proposé la semaine dernière chez Peugeot Citroën. À l'appel de la CGT, plusieurs centaines de salariés ont arrêté le travail aujourd'hui à Sochaux, des débrayages qui devraient se renouveler mardi prochain. En politique, Charles Millon, l'ancien président du Conseil régional Rhône-Alpes, a annoncé hier soir qu'il transformait son mouvement La Droite en parti politique et qu'il conduira sa propre liste aux élections européennes. Il y a 15 jours, une jeune étudiante à Lille disparaissait en fin d'après-midi près de chez elle. Aujourd'hui, 2 hommes placés en garde à vue ont été présentés au juge d'instruction. Le point de l'enquête, Virginie Fichet, Patrick Wurstorm. Jean-Paul et Jean-Michel, 2 frères qui ce soir sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. Dans un premier temps, ce sont leurs passés judiciaires chargés d'affaires de mœurs qui ont orienté les soupçons des enquêteurs. J'ai les casiers judiciaires de ces 2 personnes qui ont tous les 2 déjà été condamnés lourdement, l'une pour des faits de vol et pour l'autre des peines prononcées par le tribunal de Paris pour des affaires de mœurs. Jean-Paul, le plus jeune des frères, habitait à quelques mètres seulement de la maison de Sandra. Plusieurs fois, les policiers ont fouillé son domicile et y ont découvert des indices frappants. La perquisition du SRPJ a permis de retrouver au domicile de Jean-Paul des objets appartenant à la victime. En plus de ces bijoux féminins, les enquêteurs ont retrouvé des cheveux dans des véhicules appartenant à Jean-Michel. Les analyses diront si ces cheveux étaient ceux de Sandra. Ce soir, les 2 frères ont été placés sous mandat de dépôt. Ils nient tout en bloc, aucun aveu et toujours aucune trace de Sandra, jeune étudiante de 21 ans. Les recherches menées hier encore sur le terrain par une 60aine de policiers n'ont mené à rien. Pour mieux prévenir la pédophilie, ce colloque, le premier du genre, qui réunit depuis ce matin à Paris des spécialistes français, belges et canadiens, une initiative de l'Institut des hautes études sur la sécurité intérieure, une concertation organisée entre policiers, médecins et psychologues. Voyons à présent l'exemple de la Belgique où quelques centres spécialisés accueillent et traitent des pédophiles. Reportage Pascal Doucet-Bon, Laure de Nadayac. Comment est-ce que vous vous qualifiez, en somme? Je suis un abuseur sexuel, c'est ça. Il lui en a fallu des séances avant d'être capable de le dire. Philippe est pédophile. Il a passé près d'1 an derrière les barreaux pour avoir abusé de plusieurs petites filles. Son emprisonnement, il le voit comme une libération. J'ai été emprisonné, donc j'étais en cellule, j'ai pu réfléchir, j'ai pu me poser des questions sur mes responsabilités, sur les torts que j'avais causés, sur les gens qui étaient dehors, ceux que je laissais dehors, victimes comme famille, comme amis. Cette prison m'a fait du bien à ce moment-là. 18 mois de thérapie en prison puis en hôpital de jour. Philippe apprend petit à petit à se poser les bonnes questions. Ça a toujours été une idée importante pour moi, c'est de toujours bien penser aux possibilités de récidive. La plupart des pédophiles soignés dans cet hôpital sont contraints par la justice. Tous n'en sont pas au stade de la guérison. Certains refusent d'admettre leur maladie, d'autres minimisent toujours, envers et contre tout, leurs responsabilités. Dans l'éducation que j'ai reçue, toute forme de sexualité était interdite. Toute forme de sexualité? Toute forme de sexualité était interdite en dehors du mariage. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Alors, il y a à un moment donné un petit ras-le-bol et une façon de dire, bon, merde. Pas si facile de soigner les pédophiles dans la région où sévissait un certain Marc Dutroux. À l'époque du scandale, Yves Depeau a dû faire face non seulement à la difficulté de sa tâche, mais aussi au regard de toute une société traumatisée.
Quand on s'occupe d'une victime ou des victimes, je pense que ça tombe sous le sens qu'on fait quelque chose de bien. Quand on s'occupe des agresseurs, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pas sûr que le public comprenne qu'on fait aussi quelque chose de bien. L'équipe de l'hôpital de Charleroi estime à 5% le taux de récidive de ses patients. Elle veut maintenant aller plus loin, se faire connaître pour amener les pédophiles à consulter avant leur passage à l'acte. Réunion aujourd'hui à Londres du groupe de contact. Les Occidentaux somment dans un délai les plus brefs les deux parties serbes et albanais du Kosovo de négocier un accord de paix. Cette rencontre qui se déroulait au moment où les corps de 24 Albanais ont été découverts dans un village de l'ouest du Kosovo. Étienne Lénart. Un carnage. 24 Albanais tués ce matin dans un accrochage meurtrier entre l'armée de libération du Kosovo qui réclame l'indépendance de la province et l'armée de Belgrade farouchement opposée à toute forme d'autonomie. À la même heure à Londres, la communauté internationale tape du poing sur la table. Sous les lambris du palais de Lancaster, elle donne 3 semaines aux Serbes et aux Albanais du Kosovo pour s'entendre. Un premier rendez-vous est fixé dès samedi prochain à Rambouillet. Les deux parties devront se mettre d'accord sur un plan d'autonomie partielle du Kosovo. La province aurait sa propre police, son propre gouvernement, le tout sous le contrôle de la communauté internationale. Le message que nous envoyons à tous est très clair. Prenez les choses au sérieux. Cette fois, il ne s'agit plus de faire semblant. Mais que se passera-t-il si Serbes et Albanais refusent une fois encore de négocier? Le ministre français des Affaires étrangères trouve prématuré d'évoquer le lancement d'une éventuelle action militaire. Quant à la décision à prendre si les négociations ne s'engagent pas ou si elles se bloquent, enfin dans toutes les hypothèses où ça ne marcherait pas, ce sera une décision politique au plus haut niveau que nous prendrons le moment venu quand nous serons dans cette situation. Hier soir, au cours d'un dîner privé, Jacques Chirac et Tony Blair s'étaient dit prêts à envisager l'envoi de forces terrestres françaises et britanniques au Kosovo, mais seulement pour accompagner la mise en œuvre d'un accord qui reste à négocier. Et pour relayer ce concert d'avertissement, le ministre britannique des Affaires étrangères sera ce week-end en Serbie puis au Kosovo, afin de bien faire comprendre aux uns et aux autres que désormais il y a urgence, après bientôt 1 an de combats meurtriers et autant de menaces diplomatiques restées jusqu'à maintenant sans effet. Un langage de fermeté repris tout à l'heure par le président Clinton qui a affirmé que l'OTAN était prête à agir si les partis au Kosovo refusent de négocier. Une réponse peut-être de Belgrade qui affirme à l'instant qu'elle est prête à négocier avec les représentants de la communauté albanaise du Kosovo à condition que certains principes soient respectés. Dans un instant, j'aurai le privilège d'interviewer Shimon Peres, ancien Premier ministre, prix Nobel de la paix. Israël qui se prépare à la campagne électorale. Les prochaines élections ont été avancées au 17 mai. Les forces vives de la société israélienne, ce sont d'abord et avant tout les jeunes, la nouvelle génération, un thème cher à Shimon Peres. Parmi ces mouvements qui rassemblent des milliers de filles et de garçons, celui baptisé Génération pour la paix, créé au lendemain de la mort d'Yitzhak Rabin. Reportage Isabelle Stess, Alain Gréco-Armon. C'est dans un gymnase d'une modeste banlieue de Tel Aviv qu'ils s'entraînent à devenir les meilleurs. Ils auront bientôt 18 ans et un avenir commun, l'armée. Dans quelques mois, ils quitteront leur famille. 3 ans de service militaire pour les garçons, 18 mois pour les filles. Tout le monde a peur d'aller à l'armée et tout le monde prie pour la paix. Mais avant tout, pour avoir la paix pour toujours, nous devons être forts, un pays fort. Ils veulent la paix et ils aiment l'armée, c'est un des paradoxes de cette jeunesse israélienne. Encadrés par le mouvement d'Or Shalom, Génération pour la paix, ils se sont portés volontaires pour intégrer les meilleures unités, du moins essayer. Pour eux, ça ne se discute pas, servir le pays est leur devoir de citoyens, mais quand on leur parle de paix, ils ne cachent pas leur pessimisme. Comment je vois l'avenir ? À mon avis, ça ne s'arrêtera pas. Peut-être dans 20, 30 ans. À mon avis, on n'est pas mûrs, ni nous, ni les Arabes. Pour Oren, c'est d'abord entre Israéliens qu'il faut faire la paix. Oren qui ne sort jamais sans son arme, même lorsqu'il enseigne la non-violence aux enfants. C'est dans les milieux défavorisés où les mouvements religieux sont très actifs qu'Oren le laïc œuvre pour la paix par l'éducation. Quand on sera capable de changer vraiment quelque chose dans la société israélienne, alors seulement on pourra faire la paix avec nos voisins.
On voit de plus en plus de haine entre la gauche, la droite, les religieux, les laïcs, les juifs séfarades, les ashkénazes, les nouveaux immigrants et les Israéliens de souche. Entre toutes ces communautés, ça empire. C'est pour ressouder ces fractures apparues au grand jour après l'assassinat d'Yitzhak Rabin que des milliers de jeunes ont ainsi rejoint Dor Shalom, une génération pour la paix qui se dit apolitique et aspire au changement. On va bien sûr parler de ce changement. Shimon Peres, bonsoir. Avant d'en venir à la situation en Israël, peut-être un mot sur l'état de santé du roi Hussein de Jordanie, qui est gravement malade, qui est retourné en urgence aux États-Unis. Vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises, y compris dans des entretiens secrets. Peut-être un mot de réaction? Sans aucun doute que le roi Hussein a joué un rôle exceptionnel dans le processus de la paix entre les Jordaniens et nous-mêmes, mais aussi avec les Palestiniens. Il avait devenir un roi de la paix. Maintenant, la France qui était nommée comme son successeur, finalement, je pense que son éducation, comme les traditions jordaniennes, va garder la même ligne. C'est une tradition et c'est aussi un intérêt politique. Maintenant, revenons-en à ce reportage et à cette jeunesse qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous pensez que les jeunes qu'on a vus dans ce reportage, qui ne sont pas très optimistes, verront les conclusions du processus de paix en Israël? Finalement, oui. La majorité des jeunesses, comme la majorité des Israéliennes, cherchent la paix. On comprend très bien que nous n'avons pas une autre alternative. Et si vous me permettez à dire, je pense que les plus grandes différences aujourd'hui, ce n'est pas entre les partis politiques, mais entre les générations différentes. Il y a une jeune génération chez nous, chez les Arabes, qui est prête à divorcer l'histoire de la guerre, les controversions et les violences, qui cherchent un futur complètement différent, qui pensent qu'on a le droit de décider leur destin par lui-même. C'est ce que vous dites et on a toujours le sentiment que vous êtes une sorte d'apôtre ou d'ambassadeur de la paix, mais j'ai l'impression que tout ça ne se vérifie pas toujours dans les faits. Chaque grand problème ou achèvement au but demandait beaucoup de travail et rencontre beaucoup de soucis. Pour moi, ce n'est pas un surprise. Mais quand même, je pense que la paix continue à vivre, que c'est la seule option pour les Arabes et pour nous. Et je suis convaincu que dans un très petit temps, peut-être 2 ans, peut-être moins, peut-être un an plus, nous allons aboutir la paix avec les Palestiniens. Je pense que ça c'est un espoir partagé par tous. En tout cas, Benjamin Netanyahou, il n'y a pas plus tard que 2 jours, refusait une réunion entre Américains, Palestiniens et Israéliens. C'est évidemment pas toujours un très bon signe. Une question très concrète. Les élections vont donc se dérouler le 17 mai prochain. Est-ce qu'à votre avis, Yasser Arafat va proclamer l'État palestinien, la proclamation de l'État palestinien qui était prévue le 4 mai, ou est-ce qu'il y aura un report? À mon avis, il ne va proclamer un État palestinien parce que s'il proclamait un État palestinien, ce serait une proclamation, ce ne serait pas un État. Pour un État, il a besoin, en accord avec les Israéliens, et je pense qu'il comprend très bien que s'il fait quelque chose unilatéral, il va payer un prix très cher. Il vous l'a dit? Ah oui, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que si les négociations va se rénover après les élections, il ne prenait pas aucun acte unilatéral. Alors, toujours revenons à ces élections, Benjamin Netanyahou est plutôt donné favori. Quelle chance pour la paix s'il est réélu, à votre avis? Je ne pense pas qu'il est le meilleur candidat pour la paix. Il avait 3 ans, il perdit le temps, il avait les chances pour vraiment avancer la paix. Il était très bon avec les discours et très mal avec les actions. Comme ça, le fruit de son gouvernement est très, très modeste. Et je pense qu'aujourd'hui, le Parti travailliste a une bonne chance. Vous êtes numéro 2 sur la liste, vous pourriez revenir aux affaires. Oui, ce n'est pas mon poste ou mon place dans la liste, mais je pense que le temps arrive
changer le gouvernement. Il y a aujourd'hui une majorité assez importante pour changer le gouvernement. Bien ça, évidemment, nous verrons. Un mot encore, dans votre livre, vous revenez sur la nécessité d'inscrire la religion dans le combat, dans le combat de tous les jours. J'ai l'impression que c'est un message très important pour vous, cette orientation. Une morale, en tout cas. Oui, ce n'est pas la religion. La morale. C'est les foi, les morales, les choix éthiques, les conceptions spirituelles des destins d'État juif qui le temps arrive pour réaliser dans notre vie quotidienne et dans notre centre de politique. Shimon Peres, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous publiez un livre, Que le soleil se lève, qui est donc publié aux éditions Odile Jacob. Vous restez avec nous si le sport vous intéresse. Une page sportive avec demain la finale de la Coupe d'Europe de rugby à Dublin entre Colomiers et l'Ulster. Une rencontre dans un contexte politique particulier. Les protestants de Belfast jouent chez les catholiques de Dublin. Christophe Duchéron, Jean-François Hoffmann. Calme et grisaille, Belfast aujourd'hui. Des murs de la ville, aux peintures du passé, où chaque quartier, catholique et protestant, affichait ses couleurs. Propagande et conviction radicale, deux camps. Un accord de paix signé entre les deux communautés en avril dernier. Une paix fragile, mais la paix quand même, disent les gens d'ici. En 30 ans, le conflit en Irlande du Nord a fait près de 3500 morts. Cette semaine, d'autres affiches, Ulster-Colomiers, finale de la Coupe d'Europe. Séance d'entraînement à la salle de gym, les joueurs de l'Ulster. En Irlande du Nord, le rugby est l'affaire des protestants. Les catholiques préfèrent le football ou les sports gaéliques. Héroïques, les hommes au maillot blanc et rouge. Ils ont éliminé le Stade français en demi-finale. Demain samedi, ils joueront le match de leur vie à Dublin, chez les catholiques. Samedi, nous avons un travail à terminer. Que l'on gagne ou que l'on perde, il nous faudra finir la saison, mais on pourra mesurer l'impact de la finale auprès des deux communautés, car les deux communautés nous soutiennent et nous en sommes très fiers. Un bar à Belfast, ça n'est pas l'heure du thé. Nigel Carr est protestant, ancien international irlandais. Un jour de 1987, alors qu'il se rend à l'entraînement à Dublin, une voiture explose. Attentat terroriste, un mort. Nigel Carr est blessé aux jambes, carrière terminée. Lui qui porta le maillot vert frappé du trèfle, il voit dans la finale de demain un moyen de renforcer la paix. Je pense que c'est une très bonne chose que les deux communautés soient impliquées ensemble à travers la finale. Dans cette période où nous regardons devant nous avec l'espoir de la paix en Irlande du Nord, l'attention des deux communautés est très grande. Et de ce point de vue, c'est bien plus qu'un match de rugby. Samedi, 35 000 supporters de l'Ulster traverseront la frontière pour se rendre à Dublin. Pour supporter l'équipe des protestants, il y aura aussi les catholiques. La paix existe. Un événement. Pour prévenir et lutter contre le dopage, France Télévisions se mobilise toute cette fin de semaine en étant partenaire d'une opération Sportnet, un relais symbole avec une course dont le départ va être donné dans un instant et qui devrait arriver dimanche à Lausanne en Suisse. Alexandre Cara, vous êtes précisément sur la ligne de départ. Oui, nous sommes en direct au stade de Charletti où effectivement dans quelques instants Henri Serrandour, le président du comité olympique français, va donner le départ de ce relais Paris-Lausanne, vous savez, pour un Sportnet, c'est-à-dire contre le dopage. Et pour soutenir cette initiative contre le dopage, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement. Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet, Jean Tibéry, le maire de Paris, ainsi que de nombreux athlètes, comme Christine Aron, la championne d'Europe du 100 mètres, Marie-Claire Restou, la championne olympique de judo. Et je crois que le départ va être donné maintenant. Les athlètes vont s'élancer. Voilà, ça y est, c'est parti. Ils arriveront donc dans 2 jours à Lausanne. Ils seront accueillis dimanche soir par Juan Antonio Samaranch, le président du comité olympique international. À la veille, vous savez, des grandes manœuvres sur le dopage qui auront lieu la semaine prochaine à Lausanne. Merci Alexandre. Cette mobilisation intervient au terme d'une année de tous les scandales. Le dopage qui a sali le monde du sport a commencé par le Tour de France. Le rappel des faits, Alexandre Cara. Je donne rendez-vous l'année prochaine. Les larmes de Richard Virenque comme un symbole. Celui du drame qui s'est abattu cette année-là sur le monde sportif. 98 et le dopage éclipsa le sport.
Et si le Tour de France a fait la une, c'est sur l'ensemble du sport que se déchire le voile de l'hypocrisie. Sur ce que l'on osait croire, sur ce que l'on osait dire. On a très vite compris que ce problème, c'est celui du sport tout entier qui court vers sa mort. Tout le monde savait, mais personne ne savait. Peu à peu, le grand secret se fissure et l'on découvre que c'est la planète sport dans son entier qui est rongée par le mal. On disait du dopage que c'était l'apanage des pays de l'Est ou de la Chine. On le découvre partout. On croyait que Ben Johnson était un cas isolé. Ces derniers mois, ces émules sont tombés par dizaines. À tel point que c'est le sport qui perd sa crédibilité. À tel point que le doute et le soupçon ont renvoyé l'éthique et l'idéal sportif au vestiaire. Pour que 99 soit une autre année, le sport français se mobilise. Des initiatives pratiques comme cette unité mobile de dépistage qui sillonne la France. Une initiative légale comme cette loi contre le dopage que peaufinent les assemblées et qui devrait être adoptée dans quelques semaines. Aujourd'hui, de Paris s'élance un relais. Pour médiatiser ces premières journées contre le dopage, c'est au pas de course que des athlètes se rendront à Lausanne. Ils arriveront en Suisse dimanche soir à quelques heures de l'ouverture de la conférence du CIO sur le dopage. Une conférence pour que toujours les athlètes aillent plus vite, plus haut, plus fort, mais désormais sans jamais tricher. Et nous rejoignons maintenant en direct Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout de suite après, nous interviewerons la championne d'athlétisme Christine Aron. Marie-Georges Buffet, bonsoir. Votre projet de loi pour lutter contre le dopage fait l'unanimité, non seulement de la classe politique, mais aussi des instances du sport. C'est une guerre déclarée, c'est un peu le symbole de votre présence ce soir? Écoutez, ma présence, c'est surtout une présence pour saluer le mouvement sportif français, le Comité national olympique, son président, l'ensemble des bénévoles et des sportifs qui se sont mobilisés pour porter à Lausanne, je crois, les valeurs du sport. Alors concrètement, je crois que vous voulez que toute la communauté européenne travaille ensemble. C'est indispensable de mettre en commun ces moyens pour aboutir? Bien, écoutez, nous avons pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne réuni les 15 ministres des Sports lundi dernier et nous avons adopté une résolution unanime que nous allons porter à Lausanne pour qu'au plan international, la même mobilisation existe que celle qui existe en France. Avec quelles mesures concrètes peut-être ? Eh bien, écoutez, nous allons d'abord porter le débat sur les causes du dopage, c'est-à-dire les problèmes de surcompétition, les problèmes du rapport entre des intérêts financiers et le sport et des propositions concrètes, la création d'une agence internationale réellement indépendante de lutte contre le dopage, l'harmonisation au niveau des procédures, des listes de produits, des sanctions, mais surtout, on va mettre l'accent sur la prévention. Merci Marie-Georges Buffet. J'en viens maintenant à Christine Aron. Qui doit être près de vous. Est-ce que Christine Aron m'entend? Oui. Bonsoir, vous avez donc été championne d'Europe du 100 mètres à Budapest. L'athlétisme, comme bien d'autres disciplines, n'est pas épargné par les problèmes de dopage. Mais je crois qu'on ne vous a jamais entendu l'évoquer, ce problème de dopage. Et c'est pourquoi peut-être vous êtes là ce soir pour nous en parler. Ah si, en tout cas, moi, surtout en ce qui concerne mes performances, en tout cas, il y a eu beaucoup de doutes. Parce que j'ai fait de super performances cet été dans le contexte du Tour de France, donc c'est vrai que ça a réveillé un peu les soupçons. Mais moi je me suis un petit peu expliqué sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire que l'an dernier je faisais du 200 mètres et je me suis alignée sur le 100 mètres donc, alors que j'en avais fait seulement 2. Donc j'avais une bonne marge de progression, j'avais pas encore de très bon départ. Et puis en 98 je me suis vraiment concentrée sur le 100 mètres, donc ça m'a permis vraiment de faire des progrès. Donc c'est ça qui explique ma progression. Mais en tout cas moi j'espère qu'il y aura beaucoup de progrès. En tout cas Madame la ministre en tout cas a déjà fait pas mal avancer les choses et j'espère qu'il y aura des décisions concrètes qui vont être prises. Parce qu'au départ d'une finale de 100 mètres, il n'y a pas eu française, mais il y a beaucoup d'étrangères. Donc j'espère qu'il y aura surtout des règles internationales et que vraiment elles seront respectées. Et sinon, il faut qu'il y ait vraiment des sanctions. Merci Christine Aron d'avoir répondu à nos questions. Retour à l'étranger, nous venons de recevoir ce reportage en Colombie. La ville d'Arménia, ravagée par un tremblement de terre en début de semaine et quadrillée par des milliers de policiers, tout faire pour arrêter les pillages, ce qui n'a pas empêché la foule d'attaquer ce matin le siège de la Croix-Rouge pour emporter de la nourriture, un geste de panique et de désespoir. Comme on le voit sur ces images, le reportage de nos envoyés spéciaux Anne Ponsinet et Roger Motte.
Pas très compliqué de voler ce matin au marché d'Arménia. Il suffit de se pincer le nez pour échapper au gaz lacrymogène qui empeste l'atmosphère. On ne peut pas parler d'émeute. Les tirs de grenades sont très sporadiques, pas très efficaces non plus. La police, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ils voient bien qu'on prend pas des trucs pour les revendre. C'est pour nous, c'est pour la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la foule, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. L'armée parvient tout de même à maintenir un semblant d'organisation autour de certaines distributions. Ici, un commerçant qui donne son stock. L'aide publique, elle, n'est apparemment pas en mesure de répondre à la demande. On n'a même pas d'eau. Il faut prendre l'eau dans les endroits qui sont sales. La situation est critique et c'est pas juste que la police nous frappe quand on prend quelque chose. Face au risque, les commerçants s'organisent et évacuent leur stock, là encore sous bonne garde. Puis ils se débrouillent pour sécuriser le transport de leurs biens vers l'extérieur de la ville. La Croix-Rouge a même été débordée ce matin par une centaine d'individus qui ont forcé la longue file d'attente pour voler du ravitaillement. Les gens doivent rester dans leur quartier. C'est là-bas qu'il faut leur apporter la nourriture. Ici, on ne peut pas gérer. C'est pourquoi l'armée garde le magasin principal des stocks à l'extérieur de la ville. Ici, les autorités reconnaissent que l'aide a mis beaucoup de temps pour parvenir à destination. Rien qu'à Arménia, il y a 250 000 personnes à secourir. C'est énorme. L'aide qu'on apporte, parce qu'on en apporte de l'aide, est complètement diluée dans la masse. Ça ne se voit pas. En plus de la grande ville, les camions doivent aussi aller ravitailler une douzaine de villages situés aux alentours dans la zone caféière. 7 d'entre eux, 7 de ces villages, sont détruits dans des proportions encore plus importantes que la grande ville. Avant de refermer ce journal, l'exposition à Paris à partir de demain au Grand Palais de la collection du docteur Gachet, qui fut le médecin des peintres. Quelques tableaux sont sujets à caution, leur authenticité est mise en doute. Georges Bégou, Bernard Ronflet. Considéré naguère comme une œuvre majeure, le portrait du docteur Gachet est aujourd'hui regardé par certains spécialistes comme un vrai faux Van Gogh. Aussi, le tableau subit-il une série d'examens savants, qualité de la toile de lin, des pigments, de la touche, radiographie, mais le résultat ne convainc pas tout le monde. Certains attribuent à Gachet lui-même cette copie. Gachet, il a des surfaces vides, des grands aplats vides. Il ne sait pas comment remplir l'espace. Eh bien, il a supprimé des choses qui étaient dans l'original et qui faisaient l'espèce de paysage dans le fond. Et ça, c'est très accusateur. À cette accusation de platitude, on peut ajouter, en voyant la première version de ce portrait, que la richesse de la matière et la force de la manière de Van Gogh y sont plus évidentes que dans la deuxième version. Il me semble tout à fait normal et de notre devoir d'examiner justement les arguments qui peuvent être apportés pour ou contre. Notre manière de répondre à nous est de faire cette exposition parce que finalement, qui connaissait le docteur Gachet vraiment? Qui avait une idée de sa collection? Très peu de gens. La renommée du docteur Gachet est liée à Van Gogh qui le consultait dans sa maison d'Auvers-sur-Oise, peinte ici par Cézanne, autre patient et ami du docteur. Gachet n'était pas très fortuné, mais grand amateur d'art, il acceptait volontiers qu'on le règle en tableau. De Sisley à Guillaumin, en passant par Monet ou encore Renoir, la collection Gachet ne cessa d'augmenter. Dans son atelier à Auvers, il copiait ou imitait les œuvres qu'il possédait. Pissarro lui convenait assez. Pour Cézanne, il était loin de compte, mais a-t-il été faussaire? 2 toiles sans génie attribuées à Van Gogh sèment le doute. De même que la donation de la collection au musée, effectuée par son fils 64 ans après la mort de Vincent. Énigmatique docteur Gachet. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. L'embellie sur le front du chômage. Un fait historique selon Martine Aubry. Le nombre de chômeurs a reculé de 41 000 en décembre. Au total, 151 000 demandeurs d'emploi en moins en 98. À Londres, réunion du groupe de contact, les Occidentaux exhortent les Serbes et les Albanais du Kosovo à négocier. Bill Clinton dit que l'OTAN est prête à intervenir. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, Maigret et le port des Brumes avec Bruno Kremer. 23h50, le dernier journal, Laurence Stolazza. Demain à 7h, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit Bernard Tapie. Je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.